Le 15 octobre 1997, Nicolás Guzmán, historien militaire argentin de 34 ans, disparaît sans laisser de traces sur les falaises d'Étretat, en Normandie. Pendant 6 longues années, sa famille et les autorités françaises cherchent désespérément des réponses. Puis en mars 2003, des pêcheurs locaux font une découverte troublante. Une casquette de baseball bleue coincée entre les rochers, parfaitement préservée par l'eau salée. À l'intérieur, des notes de recherche soigneusement imperméabilisées révèlent une vérité terrifiante sur ce qui est vraiment arrivé à cet homme qui avait consacré sa vie à déterrer les secrets de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il avait découvert dans ces falaises normandes était si dangereux que certaines personnes étaient prêtes à tuer pour le garder enterré. Mais comment une simple casquette retrouvée 6 ans plus tard peut-elle révéler un meurtre si bien orchestré? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Étretat, cette petite commune de Seine-Maritime, comptant à peine 1400 habitants en 1997, était déjà célèbre pour ses falaises calcaires blanches qui s'élèvent majestueusement au-dessus de la Manche. Ces formations géologiques spectaculaires, sculptées par des millénaires d'érosion marine, avaient inspiré des peintres comme Claude Monet et des écrivains comme Guy de Maupassant. Mais au-delà de leur beauté artistique, ces falaises cachaient une histoire plus sombre. Pendant l'occupation allemande de 1940 à 1944, elles avaient été fortifiées dans le cadre du mur de l'Atlantique, cette ligne de défense côtière que Hitler avait ordonné de construire le long de la côte européenne. C'est précisément cette histoire militaire qui avait attiré Nicolás Guzmán en Normandie. Né à Buenos Aires en 1963, Nicolás était devenu l'un des historiens militaires les plus respectés d'Argentine après avoir obtenu son doctorat à l'Université de Buenos Aires, avec une thèse sur les mouvements de résistance en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Grand, mince, avec des cheveux bruns toujours un peu ébouriffés et des lunettes à monture métallique, il avait cette passion dévorante pour les détails historiques qui caractérisent les vrais chercheurs. Sa sœur Sophie, journaliste à Buenos Aires, le décrivait comme quelqu'un qui pouvait passer des heures à examiner un seul document d'archives, cherchant des indices que d'autres auraient négligés. Nicolás était particulièrement obsédé par les réseaux de collaboration et de résistance en France, occupée. Il avait déjà publié 3 ouvrages sur le sujet et travaillait sur un 4e livre qui devait révéler de nouveaux aspects des activités allemandes sur la côte normande. Pour cette recherche, il avait obtenu une bourse de la Fondation pour la recherche historique argentine, qui lui permettait de passer plusieurs mois en Europe à consulter des archives et à effectuer des recherches sur le terrain. Sa méthode de travail était méticuleuse. Il combinait toujours l'étude des documents d'archives avec l'exploration physique des lieux. Il croyait fermement que pour comprendre l'histoire, il fallait marcher là où les événements s'étaient déroulés, toucher les murs qui avaient été témoins, respirer l'air des endroits où des hommes et des femmes avaient pris des décisions qui avaient changé le cours de l'histoire. C'est cette approche qui l'avait amené à Étretat le 12 octobre 1987. Il s'était installé à la pension des Falaises, une petite auberge tenue par Marie Leclerc, une femme de 55 ans dont la famille vivait dans la région depuis plusieurs générations. Marie se souvenait parfaitement de cet Argentin courtois qui parlait un français impeccable avec un léger accent chantant. Il était très poli, très respectueux, raconterait-elle plus tard aux enquêteurs. Chaque matin, il prenait son petit déjeuner rapidement et partait avec son sac à dos et sa casquette bleue. Il revenait toujours pour le dîner et passait ses soirées à écrire dans sa chambre. Cette casquette bleue était devenue sa marque distinctive à Étretat. C'était une casquette de baseball simple, bleu marine, avec le logo de l'Université de Buenos Aires brodé en blanc. Il la portait tous les jours, que ce soit sous le soleil d'octobre ou par temps couvert. Marie avait remarqué qu'il y tenait beaucoup et ne la quittait jamais, même pour les repas à l'intérieur de la pension. Nicolás avait expliqué à Marie qu'il étudiait les installations militaires allemandes qui avaient été construites
dans les falaises pendant la guerre. Il s'intéressait particulièrement aux bunkers et aux tunnels qui avaient été creusés dans la roche calcaire pour stocker des munitions et abriter des soldats. Beaucoup de ces structures étaient encore visibles en 1987, bien que certaines aient été partiellement détruites après la guerre ou fermées pour des raisons de sécurité. La région d'Étretat avait effectivement été stratégique pendant l'occupation. Les Allemands avaient installé plusieurs batteries d'artillerie côtière et construit un réseau complexe de bunkers et d'abris. Après la guerre, certaines de ces installations avaient été transformées en musées ou en sites touristiques, mais d'autres restaient abandonnées et dangereuses. Les autorités locales déconseillaient fortement aux visiteurs de s'aventurer seuls dans ces structures, en raison des risques d'effondrement et de la présence possible de munitions non explosées. Nicolas, cependant, était un chercheur expérimenté. Il avait déjà exploré des sites similaires en Allemagne et en Autriche sans incident. Il prenait toutes les précautions nécessaires et informait toujours sa pension de ses destinations prévues. Sa routine était devenue familière aux habitants d'Étretat. Chaque matin vers 8 heures, on le voyait partir en direction des falaises avec son équipement de recherche, et chaque soir vers 18 heures, il revenait pour dîner. Cette routine allait être brutalement interrompue le 15 octobre 1997. Le matin du 15 octobre 1997, Nicolas Guzman s'est levé comme d'habitude vers 6h30. Marie Leclerc l'a entendu se doucher et se préparer dans sa chambre au 2e étage de la pension. À 7h15, il est descendu pour le petit déjeuner, portant son jean habituel, un pullover gris et sa casquette bleue caractéristique. Il semblait différent ce matin-là, se souviendrait Marie. Il était plus excité que d'habitude, comme s'il avait hâte de commencer sa journée. Il a pris un 2e café, ce qu'il ne faisait jamais, et il consultait constamment un petit carnet de notes. À 7h45, Nicolas a annoncé à Marie qu'il se dirigeait vers la falaise d'Amont, la plus haute des 3 arches naturelles d'Étretat. Il avait expliqué qu'il voulait examiner des restes de fortifications allemandes qui se trouvaient dans cette zone. Marie lui a rappelé de faire attention aux marées, car certaines parties du sentier pouvaient devenir dangereuses à marée haute. Nicolas l'a remercié et a ajouté qu'il comptait rentrer vers 17h pour avoir le temps de prendre une douche avant le dîner. Le dernier témoin à avoir vu Nicolas vivant était André Morel, un retraité de 68 ans qui promenait son chien le long de la plage vers 9h du matin. André connaissait bien cet Argentin qu'il croisait régulièrement depuis 3 jours. Il montait le sentier vers la falaise d'Amont, se rappellerait André. Il m'a fait un signe de la main quand il m'a vu. Il avait l'air déterminé, comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Le sentier que Nicolas avait pris ce matin-là était bien balisé, mais exigeait de la prudence. Il serpentait le long de la falaise, offrant des points de vue spectaculaires sur la Manche, mais comportant aussi des passages étroits et des zones où la roche s'effritait. À certains endroits, la végétation masquait des trous ou des crevasses qui pouvaient être dangereux pour un marcheur inattentif. Vers 11h, Nicolas avait été aperçu par Brigitte Lemoine, une guide touristique locale qui accompagnait un groupe de visiteurs allemands. « Je l'ai vu de loin, près des ruines du bunker 247, » témoignerait-elle plus tard. Il était accroupi et semblait examiner quelque chose sur le sol. Il avait son sac à dos posé à côté de lui et prenait des notes. C'était normal, je l'avais déjà vu faire ça les jours précédents. Le bunker 247 était l'une des installations allemandes les mieux préservées de la région. Construit en 1942, il avait servi de poste d'observation et de stockage de munitions. Après la guerre, il avait été partiellement démoli, mais la structure principale restait intacte. L'entrée était officiellement fermée depuis 1995, après qu'un spéléologue amateur y avait fait une chute, mais le site restait accessible aux chercheurs autorisés. Nicolas avait obtenu une autorisation spéciale de la mairie d'Étretat pour visiter ces installations dans le cadre de ses recherches. Le maire adjoint, Gérard Beaumont, avait été impressionné par les références académiques de l'Argentin et par sa connaissance approfondie de l'histoire locale. Il connaissait des détails sur nos bunkers que même nous ignorions,
dirait Gérard. Il avait consulté des archives allemandes que personne ici n'avait jamais vues. L'après-midi du 15 octobre était nuageux mais sec. La température avoisinait les 14 degrés, typique pour un automne normand. Les conditions météorologiques ne présentaient aucun danger particulier pour quelqu'un d'expérimenté comme Nicolas. La marée était basse et ne devait remonter qu'en fin d'après-midi. Vers 15 heures, deux promeneurs anglais, Margaret et David Wilson, ont remarqué le sac à dos de Nicolas posé près de l'entrée du bunker 247. C'était un sac de randonnée vert foncé, assez volumineux, se souviendrait Margaret. Nous nous sommes demandé si quelqu'un l'avait oublié, mais nous avons pensé que son propriétaire allait revenir le chercher. À 17 heures, Marie Leclerc a commencé à s'inquiéter. Nicolas était toujours ponctuel et n'avait jamais été en retard pour le dîner. À 18h30, elle a appelé la gendarmerie de Fécamp pour signaler que son pensionnaire n'était pas rentré comme prévu. Le brigadier-chef Michel Beaumont, qui dirigeait la brigade de Fécamp, a pris l'appel au sérieux. La disparition d'un touriste étranger dans une zone connue pour ses dangers naturels nécessitait une intervention rapide. À 19 heures, une équipe de 3 gendarmes s'est rendue sur les falaises d'Étretat pour commencer les recherches. C'est le gendarme Patrick Leroy qui a découvert le sac à dos de Nicolas, toujours à l'endroit où les Wilson l'avaient aperçu 4 heures plus tôt. Le sac contenait tout l'équipement de recherche de l'historien, des carnets de notes, des appareils photos, une lampe torche, des outils de mesure, et même son portefeuille avec ses papiers d'identité. Tout était là, soigneusement rangé, comme si Nicolas avait eu l'intention de revenir rapidement. Mais ce qui troublait le plus les gendarmes, c'était l'absence de sa casquette bleue. Marie Leclerc avait insisté sur le fait que Nicolas ne se séparait jamais de cette casquette. Si son sac était là, pourquoi sa casquette avait-elle disparu? Les recherches se sont intensifiées dans la soirée. Des projecteurs ont été installés et des équipes de secours en montagne ont été appelées en renfort. Ils ont fouillé chaque recoin accessible de la falaise, chaque cavité, chaque passage entre les rochers. L'entrée du bunker 247 a été explorée méthodiquement, mais aucune trace de Nicolas n'a été trouvée. À minuit, les recherches ont été suspendues en raison de l'obscurité et reprises à l'aube du 16 octobre avec des moyens encore plus importants. Des chiens policiers ont été amenés de Rouen et un hélicoptère de la sécurité civile a survolé la zone pendant des heures. Les plongeurs de la gendarmerie maritime ont inspecté les eaux au pied des falaises, cherchant un corps qui aurait pu chuter depuis les hauteurs. Pendant 3 jours complets, les recherches ont continué avec une intensité remarquable. Tous les habitants d'Étretat connaissaient l'Argentin à la casquette bleue et beaucoup ont participé volontairement aux recherches. Mais malgré tous ces efforts, aucune trace de Nicolas Guzman n'a été découverte. Le 18 octobre, l'enquête officielle a été ouverte par le parquet de Le Havre. L'hypothèse privilégiée était celle d'un accident. Nicolas avait pu faire une chute fatale depuis la falaise, et son corps avait été emporté par les courants marins. Cette théorie était plausible, car la Manche était connue pour ses courants puissants qui pouvaient transporter un corps sur de grandes distances. Cependant, plusieurs éléments troublaient les enquêteurs. Pourquoi Nicolas avait-il laissé son sac à dos? Un homme qui tombe accidentellement d'une falaise n'abandonne pas volontairement ses affaires. Et surtout, où était passée sa casquette, cet objet qu'il ne quittait jamais? L'enquête a révélé que Nicolas était un homme méticuleux et prudent. Il n'avait aucun problème personnel ou financier qui aurait pu motiver un suicide. Sa sœur Sophie, contactée à Buenos Aires, a confirmé qu'il était enthousiaste concernant ses recherches et avait prévu de rentrer en Argentine pour Noël avec de nouvelles découvertes importantes. 1 mois après la disparition, les recherches officielles ont été officiellement suspendues, mais le dossier est resté ouvert. La famille de Nicolas, soutenue par l'ambassade d'Argentine en France, a continué à faire pression pour que l'enquête se poursuive. Sophie Guzman s'est même rendue à Étretat en décembre 1997 pour mener ses propres recherches, mais sans résultat. Les années ont passé et l'affaire Nicolas Guzman est devenue l'un de ces mystères non résolus qui hantent les petites communautés.
À Étretat, on parlait encore de temps en temps de cet historien argentin qui avait disparu si mystérieusement. Marie Leclerc gardait sa chambre intacte pendant des mois, espérant secrètement qu'il reviendrait un jour récupérer ses affaires. Personne ne se doutait qu'en mars 2003, plus de 5 ans après la disparition, une découverte allait changer complètement la perception de cette affaire et révéler une vérité bien plus sombre que ce que quiconque avait imaginé. Les 5 années qui ont suivi la disparition de Nicolás Guzmán ont profondément marqué la petite communauté d'Étretat. Marie Leclerc n'a plus jamais accepté de pensionnaire étranger dans cette chambre du 2e étage. Elle disait que ça lui rappelait trop de souvenirs douloureux. Chaque fois que je passais devant cette porte, je pensais à lui, confierait-elle des années plus tard. Je me demandais s'il avait souffert, s'il avait appelé à l'aide, si nous aurions pu faire quelque chose. La famille Guzmán, elle, n'avait jamais vraiment fait son deuil. Sophie continuait de recevoir des mises à jour sporadiques de la gendarmerie française, mais les nouvelles étaient toujours les mêmes. Aucune trace, aucun indice nouveau. Elle avait engagé un détective privé à Paris en 1999, mais même lui n'avait rien découvert de significatif. « C'était comme si mon frère s'était volatilisé », disait Sophie lors d'une interview accordée au journal La Nation en 2001. « Nous savions qu'il était mort, mais sans corps, sans explication, impossible de tourner la page. » L'Université de Buenos Aires avait organisé une cérémonie commémorative en octobre 1988, 1 an après la disparition. Les collègues de Nicolás avaient témoigné de sa passion pour la recherche historique et de sa détermination à révéler des vérités cachées sur la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Carlos Mendoza, son directeur de thèse, avait prononcé un discours émouvant. Nicolás était de ces chercheurs rares qui considéraient l'histoire non pas comme une discipline académique, mais comme une mission. Il croyait que comprendre le passé était essentiel pour éviter de répéter les erreurs humaines. À Étretat même, l'affaire avait créé une atmosphère particulière. Les habitants évitaient de parler de la disparition devant les touristes, mais entre eux, le sujet revenait régulièrement. Certains avaient développé leurs propres théories. André Morel, le retraité qui avait été le dernier à voir Nicolás vivant, pensait que l'historien avait découvert quelque chose d'important et avait été victime d'un accident en tentant d'explorer une zone dangereuse. « Il était obsédé par ses bunkers », répétait André. « Il y avait quelque chose dans son comportement les derniers jours, comme s'il était sur le point de faire une grande découverte. » Et d'autres habitants, plus superstitieux, murmuraient que les falaises d'Étretat gardaient leurs secrets et que certaines personnes n'étaient pas destinées à les révéler. Madame Germaine Duclos, la doyenne du village âgée de 82 ans en 2003, racontait que pendant la guerre, des choses terribles s'étaient passées dans ces bunkers et que peut-être certains esprits n'étaient pas en paix. Mais la personne la plus affectée par cette disparition était sans doute le brigadier-chef Michel Beaumont, devenu entre-temps inspecteur principal à la gendarmerie de Fécamp. L'affaire Guzmán était restée comme une épine dans son pied professionnel. Il avait dirigé l'enquête initiale avec tout le sérieux requis, mais l'absence totale d'indices tangibles l'avait frustré. En 30 ans de carrière, c'était la première fois qu'une personne disparaissait si complètement, avouerait-il plus tard. Même dans les cas de suicide, on retrouve toujours quelque chose. Michel Beaumont avait gardé le dossier ouvert et continuait de temps en temps à retourner sur les lieux, espérant qu'un détail lui avait échappé. Il avait interrogé tous les habitants d'Étretat, étudié les marées, consulté des experts en géologie pour comprendre si des éboulements avaient pu ensevelir des preuves. Rien n'avait donné de résultat. En 2000, une nouvelle piste avait brièvement redonné espoir à l'enquête. Un randonneur avait trouvé des fragments de vêtements sur une plage près de Dieppe, à environ 60 km d'Étretat. Les analyses ADN avaient été demandées, mais les résultats s'étaient révélés négatifs. Ce n'était pas Nicolás. L'année 2001 avait apporté un autre faux espoir. Un corps masculin non identifié avait été retrouvé près de Calais. L'âge et la taille correspondaient approximativement à ceux de Nicolás, mais là encore, les tests ADN avaient exclu cette possibilité.
Sophie Guzman avait fait le voyage depuis Buenos Aires pour ses analyses, vivant chaque fois l'espoir et la déception avec une intensité dévastatrice. À mesure que les années passaient, la routine avait repris le dessus à Etretat. De nouveaux touristes venaient admirer les falaises, de nouveaux guides racontaient l'histoire des formations géologiques et des installations de guerre, mais peu connaissaient l'histoire de l'historien argentin qui avait disparu en cherchant à révéler les secrets du passé. Cependant, certains détails de l'enquête continuaient de troubler les connaisseurs du dossier. Marie Leclerc avait mentionné que Nicolas semblait plus excité le matin de sa disparition, comme s'il était sur le point de faire une découverte importante. Ses carnets de notes, retrouvés dans son sac à dos, montraient effectivement qu'il avait identifié des incohérences dans les archives officielles concernant certains bunkers d'Etretat. Dans ses dernières notes, datées du 14 octobre 1997, Nicolas avait écrit en espagnol « Las cifras no coinciden. El búnker 247 era más grande de lo que indican los documentos alemanes. Posible estructura oculta. Investigar mañana. » Les chiffres ne correspondaient pas. Le bunker 247 était plus grand que ne l'indiquaient les documents allemands. Structure cachée possible. Enquêter demain. Ces notes intriguaient Michel Beaumont, mais sans Nicolas pour les expliquer, elles restaient énigmatiques. Qu'avait-il découvert exactement? Pourquoi pensait-il que le bunker était plus grand? Et surtout, cette structure cachée existait-elle vraiment? L'inspecteur avait fait inspecter le bunker 247 à plusieurs reprises par des experts, mais rien d'anormal n'avait été détecté. La structure correspondait au plan d'archives, et aucune partie cachée n'avait été identifiée. Pourtant, Nicolas était un historien compétent et méticuleux. S'il pensait avoir trouvé quelque chose, il devait avoir de bonnes raisons. En 2002, Sophie Guzman avait fait une dernière tentative pour relancer l'enquête. Elle avait contacté plusieurs historiens spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils examinent les notes de son frère et donnent leur opinion sur ses dernières recherches. Le professeur Jean-Claude Martineau, de l'Université de Caen, s'était montré particulièrement intéressé. « Les observations de votre frère sont pertinentes », avait-il écrit à Sophie. « Il est vrai que certaines archives allemandes concernant les fortifications normandes présentent des lacunes ou des imprécisions. Il est possible que certaines installations aient été délibérément omises des documents officiels ou que des modifications aient été apportées après leur construction initiale. Votre frère était sur une piste intéressante. » Mais même cette validation académique n'avait pas fait avancer l'enquête concrètement. L'absence physique de Nicolas restait un mystère total, et toutes les théories, aussi plausibles soient-elles, ne reposaient que sur des spéculations. Le 18 mars 2003, par une matinée particulièrement froide où la température ne dépassait pas 6 degrés, Jean-Baptiste Fontaine préparait son bateau de pêche dans le petit port d'Etretat. Jean-Baptiste, 52 ans, pêcheur depuis l'âge de 16 ans, connaissait chaque recoin de la côte normande. Ce matin-là, il avait prévu de partir vers les rochers de la Manne-Porte, une zone poissonneuse, mais difficile d'accès à cause des courants. La marée était exceptionnellement basse cette semaine-là, révélant des parties du littoral habituellement submergées. Ces conditions particulières, qui ne se produisaient que quelques fois par an, permettait aux pêcheurs expérimentés comme Jean-Baptiste d'accéder à des zones de pêche normalement inaccessibles. Vers 10 heures du matin, alors qu'il manœuvrait son bateau entre les rochers affleurants, Jean-Baptiste a aperçu quelque chose d'inhabituel coincé dans une crevasse rocheuse, à environ 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un déchet, peut-être un sac plastique abandonné par un touriste. Mais en s'approchant, il a réalisé que l'objet avait une forme et une couleur particulières. C'était une casquette de baseball bleue, parfaitement coincée dans une fissure de la roche calcaire. La marée basse exceptionnelle avait révélé cette crevasse qui restait habituellement immergée, même à marée basse normale. Jean-Baptiste s'est souvenu immédiatement de l'affaire Guzman. Tous les habitants d'Etretat connaissaient l'histoire de cet Argentin à la casquette bleue qui avait disparu 6 ans plus tôt.
Avec précaution, Jean-Baptiste a amarré son bateau et a réussi à récupérer la casquette. Elle était en remarquable état de conservation, protégée par l'eau salée qui avait agi comme un conservateur naturel. Le logo de l'Université de Buenos Aires était encore parfaitement visible, brodé en blanc sur le tissu bleu marine. Mais ce qui a le plus surpris Jean-Baptiste, c'est que la casquette n'était pas vide. À l'intérieur, soigneusement enroulés dans plusieurs couches de plastique étanche, se trouvaient des documents. Des feuilles de papier couvertes de l'écriture serrée de Nicolas Guzman, protégées de l'humidité par un système d'imperméabilisation visiblement préparé avec soin. Jean-Baptiste a immédiatement compris l'importance de sa découverte. Il a interrompu sa journée de pêche et est rentré directement au port pour contacter la gendarmerie. À 11h30, il téléphonait à Michel Beaumont pour lui annoncer qu'il avait retrouvé la casquette de l'Argentin disparue. L'inspecteur Beaumont s'est rendu sur place dans l'heure qui a suivi. En voyant la casquette et les documents qu'elle contenait, il a ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. Après 6 ans d'enquête infructueuse, enfin un élément tangible, qui pourrait apporter des réponses. Les documents ont été immédiatement envoyés au laboratoire de police scientifique de Rouen pour analyse et authentification. En attendant les résultats, Michel Beaumont a interrogé Jean-Baptiste sur les circonstances exactes de la découverte. Le pêcheur a expliqué que cette crevasse rocheuse était normalement inaccessible et que seules des conditions de marée exceptionnelles avaient permis de la révéler. En 36 ans que je pêche dans ces eaux, c'est la première fois que je vois cette partie des rochers, a témoigné Jean-Baptiste. Il faut vraiment des conditions très spéciales pour que le niveau de l'eau descende si bas. Si cette casquette était là depuis 1997, elle a dû rester cachée sous l'eau pendant toutes ces années. Cette explication était géologiquement plausible. Les experts maritimes consultés ont confirmé que certaines formations rocheuses de la côte normande ne sont visibles que lors de marées exceptionnellement basses qui se produisent quelquefois par décennies. La casquette avait pu rester coincée dans cette crevasse depuis le jour de la disparition de Nicolas, protégée des intempéries, mais inaccessible aux recherches. 3 jours plus tard, les résultats du laboratoire sont tombés. Les documents étaient authentiques. L'écriture correspondait parfaitement aux échantillons des carnets de Nicolas retrouvés dans son sac à dos en 1997. L'encre et le papier étaient cohérents avec le matériel qu'il utilisait. Il n'y avait aucun doute, ces notes avaient bien été écrites par l'historien argentin disparu. Mais le contenu de ces documents allait révéler une vérité bien plus troublante que tout ce que Michel Beaumont avait pu imaginer. Les notes trouvées dans la casquette de Nicolas comprenaient 4 pages manuscrites datées du 15 octobre 1997, le jour même de sa disparition. L'écriture était pressée, nerveuse, très différente du style posé et méticuleux de ses carnets habituels. Il était évident que Nicolas avait rédigé ces notes dans l'urgence, peut-être même dans la peur. La première page commençait par ces mots troublants. « Si quelqu'un trouve ces notes, c'est que mes pires suspicions se sont confirmées. Ce que j'ai découvert dans le bunker 247 dépasse tout ce que j'avais imaginé. Il ne s'agit pas seulement d'une structure cachée, mais d'un secret que certaines personnes sont encore prêtes à tuer pour protéger. » Michel Beaumont a lu et relu ces lignes avec une intensité croissante. Après 6 ans d'enquête où toutes les pistes menaient à un accident tragique, voilà que les propres mots de la victime suggéraient quelque chose de bien plus sinistre. Nicolas expliquait dans ses notes qu'il avait découvert l'entrée d'une section cachée du bunker 247, dissimulée derrière ce qui semblait être un mur de clôture. En utilisant ses outils de mesure, il avait constaté que l'espace intérieur du bunker était significativement plus petit que ne l'indiquaient les dimensions extérieures. Cette discrépance l'avait intrigué, et il avait fini par trouver un mécanisme d'ouverture caché dans la maçonnerie. « Derrière le faux mur », écrivait Nicolas, « j'ai découvert une chambre secrète contenant des caisses métalliques. À l'intérieur, de l'or, des bijoux, des œuvres d'art de petite taille et surtout des documents.
Ces documents prouvent que certains habitants d'Étretat ont collaboré activement avec les nazis pour dissimuler des biens volés aux familles juives déportées. Le trésor est toujours là, et d'après les papiers que j'ai trouvés, il est encore protégé par les descendants de ses collaborateurs. L'inspecteur Beaumont a senti un frisson lui parcourir l'échine. Si ces accusations étaient vraies, elles impliquaient qu'un réseau de collaboration avait survécu à la guerre et continuait d'opérer en 1997. Cela expliquerait pourquoi Nicolas avait disparu si complètement. Il était tombé sur quelque chose que certaines personnes ne pouvaient pas se permettre de voir révéler. La deuxième page des notes était encore plus précise. Nicolas y détaillait le contenu exact des caisses qu'il avait trouvées. L'inventaire était impressionnant. Lingots d'or marqués de l'aigle nazi, bijoux de famille avec des gravures en hébreu, tableaux de maîtres roulés dans des tubes étanches, et surtout une correspondance entre les autorités allemandes et certains habitants d'Étretat concernant le stockage et la protection de ces biens récupérés. Parmi les correspondants français, notait Nicolas, figure prominemment un certain Henri Delacroix, qui semble avoir été le coordinateur local de cette opération. Les lettres indiquent qu'il avait pour mission de s'assurer que le trésor reste caché même après la guerre et de le transmettre aux bonnes personnes le moment venu. Michel Beaumont connaissait ce nom. Henri Delacroix avait été maire d'Étretat de 1953 à 1971. Il était mort en 1975, mais sa famille était toujours influente dans la région. Son fils, Henri Delacroix Junior, était devenu un homme d'affaires prospère et possédait plusieurs propriétés à Étretat. Son petit-fils, Laurent Delacroix, était conseiller municipal et dirigeait une entreprise de travaux publics. La troisième page des notes de Nicolas révélait qu'il avait tenté de photographier les documents les plus compromettants avec son appareil photo étanche. Il avait aussi prélevé quelques échantillons de métaux précieux pour faire analyser leur origine. Mais surtout, il avait pris la décision de contacter immédiatement les autorités françaises et l'ambassade d'Argentine pour révéler sa découverte. « Je ne peux pas garder cette information pour moi », écrivait-il. « Ces biens appartiennent aux familles des victimes de la Shoah ou à leurs descendants. Ils doivent être restitués. Je vais contacter le maire d'Étretat ce soir même pour organiser une visite officielle du site demain matin. » Mais il y avait quelque chose de plus troublant dans ces notes. Nicolas mentionnait qu'il avait eu l'impression d'être observé pendant qu'il explorait la chambre secrète. À plusieurs reprises, j'ai entendu des bruits à l'extérieur du bunker. Pas des bruits naturels, mais comme si quelqu'un se déplaçait furtivement. J'ai fini par sortir pour vérifier, mais je n'ai vu personne. Peut-être ma nervosité me joue-t-elle des tours, mais j'ai le sentiment dérangeant que ma découverte n'ait pas passé inaperçue. La quatrième et dernière page était la plus angoissante. L'écriture y devenait de plus en plus nerveuse, presque illisible par endroits. Nicolas y expliquait qu'il avait décidé de cacher ses notes dans sa casquette, imperméabilisée avec le matériel qu'il utilisait pour protéger ses appareils photographiques. Il avait apparemment prévu de les récupérer plus tard, une fois que les autorités auraient été informées et que le site serait sécurisé. « Si quelque chose m'arrive, » concluait-il, « ces notes sont la preuve que ma mort n'est pas accidentelle. Je vais maintenant retourner au bunker pour prendre quelques photos supplémentaires avant d'alerter les autorités. Si je ne reviens pas de cette expédition, c'est que les gardiens de ce secret m'ont trouvé avant que je puisse le révéler. » Les notes se terminaient par une liste de noms, visiblement copiés des documents trouvés dans la chambre secrète. Outre Henri Delacroix Senior, figuraient plusieurs autres patronymes que Michel Beaumont reconnaissait. Des familles établies à Étretat depuis des générations, certaines encore très influentes dans la communauté locale. L'inspecteur s'est trouvé dans une situation délicate. Ces révélations, si elles étaient exactes, impliquait que Nicolas Guzman avait été assassiné pour l'empêcher de révéler un secret vieux de plus de 50 ans. Mais accuser des familles respectables d'Étretat de meurtre sur la base de notes manuscrites nécessitait des preuves supplémentaires. La première étape était évidente. Il fallait retourner au bunker 247 et vérifier si la chambre secrète décrite par Nicolas existait vraiment.
Michel Beaumont a organisé une expédition discrète pour le lendemain matin, accompagné seulement de 2 techniciens de police scientifique et d'un expert en structures militaires anciennes. Ce qu'ils ont découvert dans le bunker a confirmé les pires craintes de l'inspecteur. Le 20 mars 2003, à 6 heures du matin, Michel Beaumont et son équipe se sont rendus discrètement au bunker 247. L'inspecteur avait choisi cette heure matinale pour éviter la présence de touristes et de curieux. Il était accompagné de Pierre Legrand, technicien en police scientifique, de Marc Dubois, expert en explosifs et structures militaires, et du photographe judiciaire Thomas Lecomte. L'équipe était équipée de matériel de détection sophistiqué, détecteurs de métaux, caméras endoscopiques, outils de mesure précis et éclairage professionnel. Michel Beaumont avait aussi apporté une copie des notes de Nicolas pour guider leurs recherches. En pénétrant dans le bunker, Marc Dubois a immédiatement confirmé les observations de l'historien argentin. Les dimensions intérieures ne correspondent effectivement pas aux dimensions extérieures, a-t-il annoncé après avoir effectué ses premières mesures. Il y a une discordance d'environ 3 mètres sur la longueur est-ouest. Quelque chose a été masqué. Pierre Legrand a utilisé son détecteur de métaux le long du mur suspect. L'appareil a immédiatement détecté de fortes concentrations métalliques derrière ce qui semblait être une cloison en béton standard. En examinant la surface avec attention, les techniciens ont découvert des traces presque invisibles d'un mécanisme d'ouverture, exactement comme l'avait décrit Nicolas. Le système était d'une ingéniosité remarquable. Une série de pressions exercées dans un ordre précis sur des points apparemment anodins de la maçonnerie activait un mécanisme de contrepoids qui faisait pivoter une section entière du mur. Il avait fallu l'œil exercé d'un historien spécialisé comme Nicolas pour remarquer les subtiles différences de texture qui trahissaient ce dispositif. Lorsque la cloison s'est ouverte, révélant l'entrée de la chambre secrète, l'équipe a ressenti un mélange de fascination et d'appréhension. Thomas Lecomte a immédiatement commencé à photographier chaque détail avant que quiconque pénètre dans l'espace caché. La chambre secrète était remarquablement bien préservée. D'environ 4 mètres sur 3, elle avait été creusée directement dans la roche calcaire et renforcée avec du béton armé. Le sol était recouvert d'un dallage étanche et des systèmes de ventilation rudimentaires, mais efficaces, avaient maintenu l'air relativement sec pendant plus de 50 ans. Ce que contenait cette chambre dépassait tout ce que l'équipe avait pu imaginer. Le long des murs étaient alignées une vingtaine de caisses métalliques de différentes tailles, certaines marquées de l'aigle nazi, d'autres portant des inscriptions en allemand. Au centre de la pièce, une table massive supportait des documents soigneusement conservés dans des étuis étanches. Pierre Legrand a ouvert la première caisse avec précaution. Elle contenait des lingots d'or, soigneusement empilés et numérotés. Chaque lingot portait des marques d'identification allemandes et des numéros de série. La deuxième caisse révélait une collection impressionnante de bijoux, bagues, colliers, broches, montres de grande valeur, beaucoup portant des gravures en hébreu ou des symboles juifs. « Mon Dieu !» a murmuré Marc Dubois en découvrant le contenu d'une troisième caisse. Ce sont des œuvres d'art, des toiles roulées dans des tubes étanches, des statuettes, des objets de culte religieux, tous visiblement de grande valeur et d'origine juive pour la plupart. Mais ce sont les documents qui ont le plus troublé Michel Beaumont. Les étuis étanches contenaient une correspondance détaillée entre les autorités allemandes d'occupation et plusieurs habitants d'Étretat. Les lettres, datées de 1943 et 1944, décrivaient précisément l'organisation mise en place pour dissimuler ces biens récupérés et les protéger après la guerre. Henri Delacroix Senior apparaissait effectivement comme le coordinateur principal de cette opération. Les documents révélaient qu'il avait reçu des instructions précises pour maintenir le secret et organiser la surveillance du site. Plus troublant encore, la correspondance continuait après la libération, indiquant que le réseau avait survécu à la défaite allemande. Une lettre datée de novembre 1944, soit plusieurs mois après la libération d'Étretat, était particulièrement révélatrice.
Henri Delacroix y écrivait à un contact non identifié. Les autorités alliées n'ont pas découvert notre installation. Nous devons maintenir la surveillance et attendre les instructions pour la suite des opérations. Les biens sont en sécurité et le resteront tant que nous respecterons le pacte du silence. Michel Beaumont a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un trésor caché, mais d'une véritable organisation criminelle qui avait perduré pendant des décennies. Les implications étaient énormes. Si cette correspondance était authentique, elle prouvait l'existence d'un réseau de collaboration qui avait non seulement survécu à la guerre, mais qui était encore actif en 1997. L'inventaire complet de la chambre a pris plusieurs heures. Thomas Lecomte a photographié chaque objet, chaque document, chaque détail de l'installation. Pierre Legrand a prélevé des échantillons pour authentification. L'estimation préliminaire de la valeur du trésor s'élevait à plusieurs millions d'euros. Mais ce qui préoccupait le plus l'inspecteur, c'était la question suivante. Si ce réseau existait encore en 1997, qui étaient ses membres actuels? Les notes de Nicolas mentionnaient qu'il avait eu l'intention de contacter le maire d'Étretat. Or, le maire, en 1997, était Robert Delacroix, le fils d'Henri Delacroix senior. En rentrant au commissariat, Michel Beaumont s'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate. Il détenait maintenant des preuves tangibles que Nicolas Guzman avait été assassiné pour l'empêcher de révéler ce secret. Mais les suspects potentiels incluaient certaines des familles les plus influentes d'Étretat, des personnes qu'il côtoyait régulièrement dans sa vie professionnelle et personnelle. L'inspecteur a d'abord consulté le procureur de la République de Le Havre, maître Françoise Durand, pour l'informer de la situation et obtenir des directives. La magistrate a immédiatement compris la gravité de l'affaire et a ordonné le secret de l'enquête le plus strict. « Nous devons procéder avec une extrême prudence », a-t-elle averti. Ces accusations, si elles se révèlent fondées, vont ébranler toute la communauté locale. La priorité était d'identifier les membres actuels du réseau. Michel Beaumont a commencé par étudier discrètement les familles mentionnées dans la correspondance trouvée dans la chambre secrète. Outre les Delacroix, figuraient les noms de Beaumont, aucun lien de parenté avec l'inspecteur, Morville et Lecomte. En croisant ces informations avec les registres d'état civil et les archives municipales, un schéma troublant a émergé. Toutes ces familles avaient prospéré de manière remarquable après la guerre. Henri Delacroix était devenu maire et homme d'affaires prospère. Paul Beaumont avait fondé une entreprise de construction qui avait obtenu de nombreux marchés publics. La famille Morville s'était enrichie dans l'immobilier et les Lecomte avaient développé plusieurs commerces florissants. Plus inquiétant encore, ces familles entretenaient toujours des liens étroits en 2003. Leurs descendants se mariaient entre eux, leurs entreprises collaboraient régulièrement, et ils formaient une sorte d'oligarchie locale influente. Laurent Delacroix, petit-fils d'Henri, était devenu l'homme le plus puissant d'Étretat avec ses entreprises de travaux publics qui avaient construit la moitié des bâtiments modernes de la ville. Michel Beaumont a alors pris une décision risquée. Il a décidé de placer Laurent Delacroix sous surveillance discrète pour observer ses réactions après la découverte de la chambre secrète. Si le réseau existait toujours, la nouvelle de cette découverte devrait provoquer des mouvements révélateurs. La surveillance a été mise en place le 22 mars 2003. 2 agents en civil ont commencé à observer discrètement les allées et venues de Laurent Delacroix, ses communications téléphoniques et ses contacts. Parallèlement, Michel Beaumont a fait semblant de continuer l'enquête selon la théorie de l'accident pour ne pas éveiller les soupçons. Le premier signe inquiétant s'est manifesté dès le 23 mars. Laurent Delacroix a eu plusieurs conversations téléphoniques longues et animées avec des correspondants non identifiés. Les agents en surveillance ont noté qu'il semblait agité et préoccupé, très différent de son attitude habituelle de chef d'entreprise confiant. Le 24 mars, Laurent Delacroix s'est rendu dans une propriété familiale isolée située à 15 km d'Étretat. Il y a retrouvé 3 autres hommes que les agents ont identifiés comme étant Philippe Morville, descendant de la famille mentionnée dans les documents nazis, Georges Lecomte,
petit-fils d'un autre collaborateur, et un homme plus âgé, non identifié, immédiatement. Cette réunion, qui a duré plus de 2 heures, s'est tenue dans le plus grand secret, loin de tous les regards indiscrets. Les agents n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour entendre les conversations, mais ils ont observé des échanges visiblement tendus et des gestes d'agitation. Le lendemain, 25 mars, Michel Beaumont a reçu un appel téléphonique qui l'a glacé d'effroi. La voix, déformée électroniquement, était claire et menaçante. « Inspecteur Beaumont, vous fouillez dans des affaires qui ne vous regardent pas. » L'Argentin a payé le prix de sa curiosité. Ne commettez pas la même erreur. L'appel a duré moins de 20 secondes et provenait d'un téléphone public. L'inspecteur a immédiatement compris que sa couverture était éventée et que le réseau était parfaitement au courant de ses investigations. Pire encore, cet appel confirmait explicitement que Nicolas Guzman avait bien été assassiné. Michel Beaumont s'est retrouvé dans la situation la plus dangereuse de sa carrière. Il détenait des preuves d'un meurtre et d'un réseau criminel, mais ses adversaires savaient qu'il était sur leur piste et n'hésiteraient visiblement pas à éliminer une autre personne pour protéger leur secret. La suite des événements allait prouver que cette menace n'était pas vaine et que le réseau était prêt à tout pour préserver un secret vieux de plus de 50 ans. Le 26 mars 2003, Michel Beaumont a pris la décision la plus risquée de sa carrière. Malgré les menaces, il ne pouvait pas laisser l'assassinat de Nicolas Guzman impuni. Avec l'accord du procureur Durand, il a organisé une opération d'infiltration pour obtenir des aveux directs des membres du réseau. L'inspecteur a fait semblant d'accepter les menaces et a contacté Laurent Delacroix en prétextant vouloir négocier l'arrêt de son enquête. Il a suggéré qu'en échange d'une compensation financière substantielle, il pourrait classer l'affaire comme un accident et faire disparaître les preuves découvertes dans la chambre secrète. Laurent Delacroix a mordu à l'hameçon. Confiant dans le pouvoir de corruption qui avait protégé sa famille pendant des décennies, il a accepté de rencontrer l'inspecteur le soir même dans un endroit isolé, près des falaises. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Michel Beaumont portait un micro dissimulé et que plusieurs agents étaient positionnés en surveillance à proximité. La rencontre a eu lieu à 22 heures près du phare d'Étretat. Laurent Delacroix était accompagné de Philippe Morville et de l'homme âgé que les agents avaient aperçu lors de la réunion secrète. Cet homme s'est présenté comme étant Charles Beaumont, 81 ans, fils de Paul Beaumont et dernier survivant de la génération qui avait directement collaboré avec les nazis. « Inspecteur, a commencé Laurent Delacroix avec un sourire confiant, nous apprécions votre pragmatisme. Cette histoire remonte à si longtemps qu'il serait dommage de bouleverser tant de vies pour un mort qui ne peut plus rien dire. Michel Beaumont a joué le jeu. Ce que j'ai découvert est effectivement troublant, mais je comprends que certains secrets doivent rester enterrés. La question est, quelle compensation votre famille est-elle prête à offrir pour mon silence ? C'est alors que Charles Beaumont, le vieil homme, a pris la parole d'une voix rauque mais déterminée. « Jeune homme, vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que vous avez découvert. Ce trésor ne nous appartient pas. Nous sommes les gardiens d'un héritage que nos pères ont protégé au péril de leur vie. L'Argentin voulait tout détruire, tout révéler, sans comprendre les conséquences. » « Quelles conséquences ?» a demandé l'inspecteur, encourageant le vieil homme à continuer. « Ces biens ont été confiés à nos familles par des officiers allemands avant leur fuite en 1944. Ils devaient servir à financer la reconstruction d'une Europe nouvelle après la guerre. Nos pères n'étaient pas des collaborateurs ordinaires, ils étaient des visionnaires qui croyaient en un avenir différent. » Philippe Morville a ajouté « Pendant 60 ans, nous avons utilisé cet or pour développer notre région, créer des emplois, faire prospérer Étretat. Nous n'avons jamais gardé ces richesses pour notre seul profit personnel. Elles ont servi au bien commun. » Michel Beaumont a senti que le moment crucial approchait. Mais Nicolas Guzman ne l'entendait pas ainsi, n'est-ce pas? Laurent Delacroix a marqué une pause, puis a répondu avec une froideur glaçante. L'Argentin était obsédé par une justice abstraite. Il voulait rendre ses biens à des familles juives que personne ne pouvait identifier avec certitude.
Il aurait détruit l'œuvre de nos pères et ruiné des centaines de familles d'Étretat qui vivent grâce aux entreprises que nous avons construites avec cet or. Alors vous l'avez tué, a dit l'inspecteur directement. Un silence lourd est tombé sur le groupe. Puis Charles Beaumont a soupiré profondément. Nous n'avions pas le choix. Il avait photographié tous les documents, prélevé des échantillons d'or. Il comptait tout révéler à l'ambassade d'Argentine et aux autorités françaises. 60 ans de travail auraient été anéantis en quelques jours. Laurent Delacroix a continué le récit avec un détachement troublant. Nous l'avons suivi ce matin-là quand il est retourné au bunker. Il voulait prendre d'autres photos. Mon père, Henri Junior, était encore vivant à l'époque et dirigeait notre groupe. C'est lui qui a pris la décision. Comment l'avez-vous tué ? A insisté Michel Beaumont. Philippe Morville a répondu « Nous l'avons confronté à l'intérieur du bunker. Nous espérions le convaincre de garder le secret, lui offrir de l'argent, une participation aux bénéfices. Mais il était inflexible. Il parlait de justice historique, de réparation pour les victimes de la Shoah. Il a menacé d'appeler immédiatement la police avec son téléphone portable, a ajouté Laurent. Henri Junior a perdu son sang-froid. Il y a eu une lutte. L'Argentin a été frappé avec une barre de fer qui traînait dans le bunker. Le coup l'a tué sur le coup. Charles Beaumont a terminé l'histoire. Nous avons transporté le corps jusqu'aux falaises et l'avons jeté dans la mer au moment où la marée montait. Les courants l'ont emporté, comme nous l'avions prévu. Nous avons nettoyé le bunker et fermé la chambre secrète. Puis nous avons rapporté son sac à dos près de l'entrée pour faire croire qu'il avait eu un accident. « Et sa casquette ?» a demandé l'inspecteur. « Nous ne l'avions pas remarqué au début », a expliqué Laurent. Quand nous l'avons trouvée avec les notes qu'elle contenait, il était trop tard pour retourner la chercher sans éveiller les soupçons. Henri Junior l'a jetée dans une crevasse rocheuse en pensant qu'elle ne serait jamais retrouvée. Michel Beaumont tenait enfin la vérité complète. Ces hommes venaient d'avouer avoir assassiné Nicolas Guzman de sang-froid pour protéger un secret criminel vieux de 60 ans. Leur justification morale était révoltante. Ils prétendaient avoir agi pour le bien de leur communauté, utilisant l'or volé aux victimes juives pour leur prospérité personnelle. Le signal convenu a été donné et les agents en surveillance sont intervenus immédiatement. Laurent Delacroix, Philippe Morville et Charles Beaumont ont été arrêtés sur le champ, leurs aveux complets enregistrés et leurs droits légaux respectés. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur du réseau criminel. Henri Delacroix Junior, décédé en 2001, avait effectivement dirigé l'organisation depuis la mort de son père en 1975. Les familles complices s'étaient enrichies pendant des décennies en utilisant l'or nazi pour financer leurs entreprises, corrompre des fonctionnaires et maintenir leur influence locale. Les analyses des experts ont confirmé que les biens trouvés dans la chambre secrète provenaient effectivement du pillage nazi. Les numéros de série sur les lingots d'or correspondaient aux registres allemands retrouvés dans les archives alliées. Beaucoup de bijoux portèrent des gravures personnelles qui ont permis d'identifier leurs propriétaires originaux, tous déportés et assassinés dans les camps de concentration. Le procès s'est ouvert en janvier 2004 devant la cour d'assises de Rouen. Laurent Delacroix et Philippe Morville ont été condamnés à 25 ans de prison pour assassinat prémédité et recel de biens volés. Charles Beaumont, en raison de son âge avancé et de son rôle secondaire dans le meurtre, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement avec sursis. L'affaire a provoqué un séisme dans la région normande. Plusieurs entreprises dirigées par les familles complices ont fait faillite, et de nombreux projets publics ont dû être réexaminés pour vérifier leur légalité. La ville d'Étretat elle-même a traversé une crise profonde, son image ternie par la révélation de ce secret sombre. Sophie Guzman s'est rendue en France pour assister au procès. Elle a enfin obtenu les réponses qu'elle cherchait depuis 6 ans sur la mort de son frère. « Nicolas est mort en héros », a-t-elle déclaré à la presse. Il a donné sa vie pour révéler la vérité et rendre justice aux victimes de la Shoah. Le trésor nazi a été confisqué par l'État français et confié à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Après des recherches généalogiques approfondies, une partie des biens a pu être restituée aux descendants des familles spoliées.
Le reste a financé des programmes éducatifs sur l'Holocauste et la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Marie Leclerc, la propriétaire de la pension, a été profondément affectée par ces révélations. Elle qui avait côtoyé ces familles respectables pendant des décennies, découvrait qu'elle cachait un secret monstrueux. « Comment peut-on vivre normalement avec un tel poids sur la conscience ?» s'interrogeait-elle. Le bunker 247 a été transformé en mémorial dédié à Nicolas Guzman et aux victimes de la Shoah. Une plaque commémorative rappelle que la vérité historique vaut parfois qu'on y consacre sa vie. Le site accueille maintenant des groupes scolaires et des chercheurs du monde entier. L'inspecteur Michel Beaumont a reçu une décoration pour son courage et sa détermination dans cette enquête exceptionnelle. Il a pris sa retraite en 2008, hanté par cette affaire qui avait révélé les parts d'ombre de l'humanité. Cette enquête m'a appris que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus respectables, confiait-il lors de son départ. Jean-Baptiste Fontaine, le pêcheur qui avait découvert la casquette de Nicolas, est devenu une figure locale respectée. Sa trouvaille fortuite avait permis de résoudre l'une des affaires criminelles les plus complexes de la région. Il continue de pêcher dans les eaux d'Étretat, mais évite désormais de s'approcher des rochers où il avait fait cette découverte troublante. En 2010, l'Université de Buenos Aires a créé une bourse de recherche Nicolas Guzman, destinée aux étudiants en histoire militaire. Sophie Guzman préside le comité de sélection et s'assure que l'esprit de rigueur et de courage de son frère continue d'inspirer de nouveaux chercheurs. Cette affaire reste un cas d'école dans les académies de police françaises, illustrant comment un crime parfait peut être résolu des années plus tard grâce à la persévérance des enquêteurs et à des circonstances exceptionnelles. La casquette de Nicolas, préservée par les eaux salées de la Manche pendant 6 ans, était devenue le témoin silencieux qui avait finalement parlé. Ce cas nous montre comment les secrets du passé peuvent continuer de tuer des décennies plus tard, et comment la quête de vérité historique peut coûter la vie à ceux qui s'y consacrent. Nicolas Guzman est mort pour avoir voulu rendre justice aux victimes de la Shoah, assassinées par les descendants de ceux qui avaient profité de leur souffrance. Sa casquette, retrouvée 6 ans plus tard, est devenue le symbole que la vérité finit toujours par triompher, même quand elle semble à jamais enfouie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Aviez-vous soupçonné que les familles respectables d'Étretat cachaient un tel secret? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur un crime qui a défié le temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Mettez un like si cette histoire vous a bouleversé et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères historiques et aux affaires criminelles complexes.